Bonsoir à tous. À la une de ce journal, le Cameroun à l'épreuve de la mission d'inspection de la Confédération africaine de football. À quelques heures de du premier test d'évaluation du pays organisateur de la CAN 2019, le gouvernement camerounais affûte ses arguments techniques sur les infrastructures sportives et hôtelières destinées à abriter cette compétition africaine de football. Cependant, cette détermination à organiser la CAN 2019 est confrontée à des couacs et autres insuffisances relevées sur le terrain. Douala est encore le théâtre des scandales écologiques. En plein cœur du 4e arrondissement, des déchets industriels sont déversés dans la nature. Des populations choquées dénoncent une manipulation dangereuse des produits pétroliers. Malgré les risques élevés d'explosion et de menaces sur la santé des populations, ces pratiques illégales se poursuivent à ciel ouvert sous le regard silencieux des autorités locales. C'est l'enquête du 20h ce mercredi. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. À quelques heures de l'arrivée de la mission d'inspection de la CAF, le ministre des Sports a tenu à rassurer l'opinion nationale sur les capacités du Cameroun à organiser cette CAN prévue en 2019 au Cameroun. Il a insisté sur la fibre patriotique alors que Pierre-Ismaël Bidunkwat n'avait pas encore terminé son discours. Une coupure d'énergie électrique a surpris et déstabilisé le ministre. Cela n'a pas pour autant entamé sa détermination à faire le point sur la construction des infrastructures sportives destinées à abriter cette CAN prévue en 2019 au Cameroun. Élisée Borba et Ike Cyril. Un point de presse pour rassurer l'opinion qui souffre malheureusement par un flop. Le stade omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé est victime d'une coupure d'énergie électrique, alors même que le ministre des Sports et de l'Éducation physique n'a pas fini de délivrer son message. C'est le genre d'image à ne pas présenter à la mission d'inspection de la Confédération africaine de football. Mission pour laquelle le ministre des Sports et de l'Éducation physique entonne l'hymne au patriotisme. Le rendez-vous de ce jour vise à vous rappeler votre mission patriotique en vue de contribuer au succès de la prochaine mission d'inspection de la CAF. Comme argument à faire valoir face aux inspecteurs de la Confédération africaine de football, le MINSEP cite l'arrivée des préfabriqués qui donne un coup d'accélérateur de football. Le MINSEP cite l'arrivée des préfabriqués qui donne un coup d'accélérateur aux travaux. Concernant notamment le stade de Lembe, une deuxième cargaison du matériel préfabriqué en Italie, comprenant 263 conteneurs, a déjà été acheminée sur le site et répartie comme suit. 78 conteneurs pour les poteaux, 91 pour les poutres et 62 pour les dalles. Autre nouvelle à annoncer aux inspecteurs de la CAF, c'est celle relative au respect des délais. Le gouvernement assure que les chantiers seront livrés 6 mois avant le début de la CAN 2019. Toutes les entreprises retenues sont déjà mobilisées sur les différents sites et sont engagées à respecter leur planning des travaux. La livraison de tous les chantiers est prévue au plus tard en décembre 2018. Entre réunion du comité local d'organisation, descente des autorités administratives sur le terrain et point de presse du ministre des Sports et de l'Éducation physique, le gouvernement est véritablement en branle à quelques heures de l'arrivée de la mission d'inspection de la Confédération africaine de football au Cameroun. Une mission qui sera composée de 10 membres, dont 5 personnalités de la CAF et 5 experts du cabinet d'audit Roland Berger.
C'est avec sérénité que la région du centre attend cette mission d'inspection de la Confédération africaine de football. Le gouverneur de cette région, Paul Nasseri Beya, est confiant quant à la qualité des infrastructures sportives, des hôtels et hôpitaux retenus pour abriter cette compétition dans cette région du centre. Des précisions avec Emmanuel Diop et Marcelin Gansop. Dans cette région du centre, des précisions avec Emmanuel Diop et Marcelin Gansop. Alors que la mission d'inspection de la CAF est annoncée, les infrastructures susceptibles d'accueillir les experts se parent de leurs plus beaux atouts. D'abord, les infrastructures hôtelières que le gouverneur de la région du centre a passé au pain fin. Le temps d'une visite qui a pénétré l'intimité de ces hôtels de 5, 4, voire 3 étoiles. Je suis satisfait de tout ce que j'ai vu. Toutes les appréhensions qu'on avait sont quand même disséminées. Parce qu'on avait constaté qu'ils ont le niveau requis. Nous avons visité les hôtels qui ont beaucoup changé. Certains hôtels sont encore en construction ou en cours de finition. Mais cela ne devrait poser aucun problème au regard de l'offre hôtelière jugée abondante dans la capitale. Il y a un ou deux qui sont encore en construction. Et il y a un qui va finir en août cette année et l'autre en février 2019. Donc nous pensons que ça, ce n'est que des suppléments. Nous avons suffisamment des hôtels. Les deux sites de Yaoundé n'ont pas de quoi se gêner. Il y a aussi les infrastructures hospitalières dont l'état de santé est une préoccupation permanente. À l'hôpital général de Yaoundé, comme au centre hospitalier de la CNPS, le plateau technique rassure. La Curie qui est déjà en réhabilitation, l'hôpital général en réhabilitation, l'hôpital de la garnison qui a un plateau technique très élevé, et des autres dont on a même l'hôpital de SOS, le centre hospitalier de SOS. Donc nous n'avons pas de soucis en ce genre parce que ce qui nous intéresse dedans, c'est les services. Donc nous n'avons pas de soucis en ce genre parce que ce qui nous intéresse dedans, c'est les services d'urgence et de traumatologie et les services qui ont affaire avec le sport. C'est donc avec une certaine sérénité que le comité local d'organisation de la CAN 2019 attend la mission d'inspection de la CAF. Ce d'autant que le stade Paul Biya d'Olembe, qui posait jusqu'ici quelques inquiétudes, est lui aussi désormais en mouvement avec l'arrivée et le début de l'assemblage des 231 premiers conteneurs de matériaux préfabriqués. Dans la ville de Douala, la réhabilitation de certaines infrastructures sportives tarde à prendre une vitesse de croisière. Pourtant, ces stades ont été fermés et interdits d'accès au grand public. Certains y voyaient le début imminent des travaux de réhabilitation de ces infrastructures sportives destinées à abriter la CAN 2019 prévue au Cameroun. Où en est-on aujourd'hui? Élément de réponse avec Emos Swanga et Gladys Sidier. Le stade de la réunification de Bépanda, avec ses murs décapés, présente un triste visage. La vue externe en dit long sur l'état général de la cuvette de Bépanda, devenue aujourd'hui le repère de certains enfants de la rue. L'infrastructure, qui rentre dans le cadre des préparatifs de la CAN 2019, a fait l'objet d'une mission d'experts canadiens au mois de juillet 2017. Et depuis lors, pas un seul coup de pioche n'a été donné. Aujourd'hui fermée au public, l'infrastructure doit subir une cure de jouvence. Un autre stade qui servira de terrain d'entraînement, c'est le stade Mbappé-Lépé. Ici, seules ces affiches renseignent sur ce qu'il sera après le lifting géant qu'il doit subir. L'ouvrage aujourd'hui est complètement abandonnés. Les mauvaises herbes font office de gazon. Les gradins, tribunes de presse et autres vestiaires croupissent sous le poids de l'âge. À Bonamoussadi, dans le 5e arrondissement, le stade de l'école publique attend lui aussi. À Bonamoussadi, dans le 5e arrondissement, le stade de l'école publique attend lui aussi d'être rénové et matérialisé. Quant au stade de Japoma, la construction a à plusieurs reprises connu des pauses dues aux grèves à répétition des employés. Les travaux sont
à 25% de leur niveau d'exécution selon les responsables de la société turque Yenigun, chargée de réaliser cette infrastructure sportive. D'une capacité de 50 000 places, le stade de Japoma sera également pourvu à terme de 2 terrains d'entraînement avec gradins, d'un gymnase couvert de 2000 places assises, d'une piscine olympique de 8 couloirs avec 1000 places assises entre autres. La livraison est prévue en octobre. Dans le reste de l'actualité, des employés d'une société industrielle Pilcam étaient encore dans les rues du centre-ville de Douala. Ils revendiquent le paiement de leurs droits ainsi que le fait qu'on leur délivre des certificats de travail permettant de justifier des années de dur labeur passé dans cette entreprise Pilcam. Ils avaient déjà essayé la semaine dernière de se faire entendre au quartier administratif de Douala, mais aucune réponse concrète des autorités de la capitale économique du Cameroun. Ils menacent d'assiéger le domicile de leur employeur si jamais leurs revendications restent vaines. Certains d'entre eux disent avoir été licenciés et revendiquent le paiement de leurs droits. Ils sont environ une centaine d'ouvriers qui se sont retrouvés dans la rue après la fermeture de cette société de fabrication des piles d'un milliardaire camerounais. Depuis de nombreux mois, ils manifestent pour la revendication et le paiement de leurs droits. C'est une grosse interrogation en ce début d'année 2018, année électorale. Quelles sont les dates des différents scrutins attendus par les électeurs, les Camerounais? Les dates des différents scrutins attendus par les électeurs, les Camerounais, mais aussi députés, maires et probables candidats à l'élection présidentielle. Jusqu'ici, il y a une opacité sur le calendrier officiel, mais des observateurs avertis de la scène politique et experts des questions électorales ont ébauché un calendrier qui permet de connaître les dates probables de convocation du corps électoral et de tenue des différents scrutins, à la fois législatifs, municipaux et présidentiels. Des précisions avec Donald Brice Kamgan dans ce reportage. Si le président de la République use encore du silence, il dispose au plus tard jusqu'au 18 février prochain pour convoquer le corps électoral en vue des sénatoriales, jusqu'au 20 et 21 juin pour convoquer respectivement les municipales et les législatives, et entre le 16 juin et le 16 juillet, en se référant au code électoral et à la Constitution, les projections de tenue de ces 4 scrutins sont le 4 avril au plus tard pour les sénatoriales, le 18 septembre au plus tard pour les municipales, le 19 septembre pour les législatives et le 14 octobre pour la présidentielle. Parce que l'analyse laisse voir que les élections municipales vont se dérouler avant le 18, les élections législatives avant le 19 et l'élection présidentielle entre le 14 septembre et le 14 octobre. Donc vous voyez donc s'il y a triple scrutin, on se situe entre le 14 septembre et le 18 septembre. Si le scrutin se déroule donc un dimanche, ça sera le 16, à moins que le président de la République ne déclare un jour férié pour l'organisation de ces scrutins. Pour tenir la totalité de ces 4 scrutins prévus cette année, cet expert estime qu'il faille coupler législatives, municipales et présidentielles en un seul jour. Vous voyez qu'en dehors des élections sénatoriales qui se tiendront en mars, le rapprochement entre les autres élections nous tiendrons en mars. Le rapprochement entre les autres élections nous permet donc de faire une projection et de se rendre compte que les élections, on ne peut pas tenir les élections législatives et municipales couplées au mois de septembre, c'est-à-dire avant le 18 septembre, et le mois d'après, avant le 14 octobre, tenir une élection présidentielle. C'est pratiquement impossible. Parce que non seulement il faut publier déjà les résultats des élections municipales et législatives, mais en plus, l'organisation matérielle est assez complexe. En 2012, le chef de l'État avait déjà usé des prérogatives que lui offre la loi électorale pour prolonger de plus d'1 an le mandat des députés et maires.
À chaque fois, l'opposition a dénoncé la gestion opaque du calendrier électoral. Certains estiment que ni la crise dans la région du nord-ouest et du sud-ouest, ni les tensions de trésorerie que connaît le pays ne sont suffisantes pour justifier le report de l'un des 4 scrutins. Près de 155 milliards de francs CFA doivent être consacrés aux investissements publics dans la région du centre. Le gouverneur Paul Nasseri Beya prescrit une utilisation judicieuse et rationnelle de ces ressources mises à la disposition de tous les acteurs de la chaîne d'exécution et de suivi du budget d'investissement public dans la région du centre. D'autres précisions avec Joël Essengé et Marcelin Gansop. C'est toujours la même rengaine d'un exercice à un autre, celle d'une critique acerbe quant à la mauvaise exécution du budget d'investissement public. Au moment d'engager le budget 2018, il n'est pas superflu d'embaliser les chemins en vue d'une exécution mieux aboutie et moins critiquable. Ce qui a été prescrit par le gouvernement, c'est d'abord non seulement la réalisation accrue des investissements publics, comme vous le savez. Nous avons assisté lors des années précédentes à des chantiers abandonnés. Il n'est plus question d'investissement public, comme vous le savez. Nous avons assisté lors des années précédentes à des chantiers abandonnés. Il n'est plus question aujourd'hui que le gouvernement rencontre ce genre de difficultés. Donc, réalisation maximale des chantiers, mais surtout amélioration de la qualité des travaux, parce qu'il ne suffit pas de réaliser des chantiers, mais encore faut-il que cette réalisation soit la meilleure possible. La rigueur doit d'autant plus être de mise que la conjoncture actuelle n'autorise aucunement des navigations à vue, comme on en est habitué. Comme vous le savez, le contexte général de la mise en œuvre du budget cette année est un contexte lié non seulement aux difficultés que connaît la sous-région en matière économique, mais également sur la volonté du chef de l'État de poursuivre les grands investissements qui permettront au Cameroun de rendre son économie compétitive et stable. Le gouvernement doit faire des efforts accrus pour limiter au maximum ses dépenses, faire en sorte que l'essentiel de nos richesses aille auprès des peuples, des populations qui doivent en être les bénéficiaires. Donc réduction du train de vie de l'État, optimisation de la collecte des recettes, notamment les recettes non pétrolières, taxes, impôts divers. En lançant le budget 2018 pour le compte de la région du centre, le gouverneur n'est pas allé de main morte pour tracer la voie à suivre, celle de l'utilisation judicieuse et rationnelle des ressources affectées. Selon les directives du président de la République, étant entendu que dans notre région, il y aura aussi beaucoup de projets qui doivent s'exécuter cette année, malgré la conjoncture mondiale morose. Nous demandons à nos collaborateurs d'essayer de tout faire pour être dans les normes prescrites donc par le chef d'État. Le budget 2018 accorde une enveloppe d'un peu plus de 191 milliards à la région du centre, dont 153 milliards dédiés à l'investissement public. La poursuite des chantiers de la CAN et la réalisation des projets de développement sont quelques-unes. La poursuite des chantiers de la CAN et la réalisation des projets de développement sont quelques-unes des priorités de ce budget. La capitale économique du Cameroun continue d'être le théâtre des scandales écologiques. Je vous le disais en titre, en plein cœur du 4e arrondissement de Douala, il y a des déchets industriels qui sont déversés dans la nature. Des populations choquées dénoncent une manipulation dangereuse des produits pétroliers malgré le risque d'explosion, un risque élevé et la menace sur la santé de ces populations. Rien n'a été fait pour mettre fin à ce désastre écologique. C'est une enquête signée Warren Zede et Julienne Berthe-Bissaye. Sodiko, en plein cœur de Bonabéry, n'est désormais que l'ombre de lui-même. Ce quartier résidentiel, jadis paisible pour ses populations, est aujourd'hui sous l'ombre d'une menace. Il se passe que depuis pas mal d'années, nous vivons avec un entrepôt de stockage de produits pétroliers dans aux alentours de nos maisons. Et nous constatons qu'il y a des camions-citernes qui entrent au quartier, de jour comme de nuit, pour venir s'y approvisionner. Donc c'est tout à fait évident que nous sommes en danger, parce que si jamais il y a un incident ou un accident dans cet entrepôt, nous n'imaginons pas ce qui pourrait se produire, surtout qu'il s'agit d'un liquide inflammable, le pétrole.
À l'intérieur de cette usine d'un autre genre, l'on peut voir des cuves contenant le liquide inflammable, une cheminée par laquelle s'échappent les odeurs nauséabondes, des citernes rattrapées par l'usure du temps et des employés qui se livrent à la tâche. Selon les riverains, cet entrepôt à la légalité douteuse rejette des effluves nocives. Depuis plusieurs années, on vit vraiment dans un calvaire terrible. Ces odeurs-là, ça devient impossible. On vit vraiment dans un calvaire terrible. Ces odeurs-là, ça devient impossible. Ça rentre dans nos maisons, dans nos jardins, dehors, on ne peut plus s'asseoir dehors. Donc nous autres, on est toujours malades, on se demande si ce n'est pas à cause de tous ces odeurs d'acide-là. Tout est réuni pour nuire à la santé. Ma maman, elle a attrapé une bronchite, elle se retrouve actuellement à l'hôpital. Moi, des fois la nuit, il m'arrive d'avoir envie de vomir à cause de ces odeurs-là. Chaque jour, des camions viennent ici s'y approvisionner sans être inquiétés. Depuis environ 2 mois, à ma connaissance, ils viennent à 20 h, ils sont là, ils entrent à 19 h, même pas plus tard que samedi. J'ai vu un des camions citernes sortir, entrer du quartier et ressortir aux environs de 21 h. Hier, il y en avait à 14 h. Aujourd'hui, présentement, vous pouvez aller à côté pas loin de l'entrepôt, vous les verrez. Donc, actuellement, ils y entrent le matin, la nuit, à des heures normales, quoi. Conscientes des risques de cette activité qu'elles qualifient d'illégale, les populations de Sodiko disent avoir interpellé plusieurs fois les autorités compétentes. Ces tentatives sont restées lettres mortes. Nous avons essayé en tant que citoyens conscients d'interpeller les autorités à ce sujet. Nous avons fait une première pétition avec quelques familles que nous avons déposées chez le gouverneur, chez le préfet, au ministère de l'Environnement et même chez le sous-préfet. Nous avons attendu rien du tout. Donc voilà, nous pensons qu'il y a lieu de se bouger pour que cette situation soit réglée à l'immédiat. Face à ce mutisme, elles craignent le pire. On a un trafic de pétrole en pleine zone résidentielle et c'est très grave. On a un trafic de pétrole en pleine zone résidentielle et c'est très grave. N'oublions pas que la paix sociale est en danger dans notre quartier. On a eu un premier SAM et il y aura un deuxième SAM si on laisse les choses traîner. On a un trafic de pétrole en pleine zone résidentielle et c'est très grave. N'oublions pas que la paix sociale est en danger dans notre quartier. Cette pollution risque d'impacter sur la santé des populations et l'environnement. Lorsqu'on voit la couleur noire, ce doit être des produits d'hydrocarbures. Donc les premiers impacts sur la santé environnementale, la santé humaine, on peut déjà les identifier. C'est d'abord les odeurs, il y a d'abord les odeurs. Ensuite, les infiltrations dans le sol et le sous-sol qui peuvent altérer la qualité des eaux de consommation. Il faut déjà savoir que nous sommes dans un quartier où la nappe phréatique est superficielle et déjà que l'eau là-bas n'est pas bonne à boire. Ici, il faut rajouter à cela ce type de pollution. Il faut le signaler que c'est un cas assez grave. Je considère que c'est un déversement criminel. Selon les experts, toute personne exerçant une telle activité est passible d'une sanction. Il y a l'article 82 de la loi cadre 96/12 du 5 août 1996, à l'article 82 qui punit un amendement de 1 à 5 millions et d'un emprisonnement de 6 à 1 an, celui qui pollue, qui dégrade ou qui altère l'environnement par des versements de ce genre de produits-là dans l'environnement. Malgré la gravité de ce désastre environnemental, Malgré la gravité de ce désastre environnemental et du risque élevé d'un danger imminent pour les populations, les autorités locales déclarent qu'elles ne sont pas au courant de cette situation.
Si rien n'est fait dans les toutes prochaines semaines, des populations du Coupé Manengouba risquent d'être confrontées à une déshydratation à grande échelle. Et pour cause, il y a un sérieux problème d'accès à l'eau courante, à ce qui s'ajoute également des infrastructures obsolètes sur le plan des routes, mais aussi l'accès à l'électricité qui est un sérieux problème dans ces départements situés dans la région du Sud-Ouest. Le conseil municipal qui s'est récemment réuni, également le budget d'investissement public qui pourrait être une solution aux problèmes que rencontrent les populations dans le Coupé Manengouba. Des précisions avec Jacques Moulon et Isabelle Carole Zoupet. Les populations de la ville de Tombel, dans la région du Sud-Ouest, département du Coupé Manengouba, n'ont pas un quotidien paisible. Ceci à cause de l'éternel problème du manque d'eau potable, auquel s'ajoute le déficit d'infrastructures, insécurité, instabilité de l'énergie électrique et bien d'autres. Ce sont des problèmes déjà connus de cet exécutif communal pour cette session du conseil municipal où on a mis du vin neuf dans du vieil eau. Ces problèmes réévoqués une fois de plus au cours des travaux de l'adoption du budget 2018 ne trouveront réellement de solution que par une décentralisation effective telle que le souhaitent les conseillers exécutifs de cette commune. On doit mettre l'accent sur certains projets qu'on n'a pas encore arrivé à réaliser. Par exemple, l'électrification dans certains villages, les routes dans certains villages. Vous voyez, la fourniture d'eau. Nous souhaitons la décentralisation pour permettre aux maires de réaliser les développements. Pour promouvoir le développement et assurer le bien-être de ses habitants, la priorité a été les développements. Pour promouvoir le développement et assurer le bien-être de ses habitants, la priorité a été mise sur les routes telles que l'on attend observer d'ici quelques semaines. La population attend que ces travaux soient rapidement finis. Alors pour la ville de Tombel, peut-être d'ici 6 mois, il y aura un grand changement. Le budget de l'année 2018 s'élève à 637 millions de francs CFA, soit une baisse de 24% de l'enveloppe de la précédente session. Il servira à répondre aux désirs des populations, à savoir de vivre dans des conditions favorables. Vous l'avez peut-être constaté lors de l'achat de votre billet d'avion pour un vol international, une augmentation du prix du billet d'avion liée à cette taxe qui passe désormais de 10 000 à 25 000 francs CFA. C'est une nouvelle disposition de la loi des finances 2018 qui suscite quelques grincements de dents, mais le gouvernement cherche ainsi à élargir l'assiette fiscale pour renflouer ses caisses, un pays confronté à une crise sécuritaire et économique. Explication avec Donald Anouzoua. La loi des finances 2018 fixe à 25 000 francs CFA la taxe aéroportuaire portée sur les billets d'avion. Les informations recueillies sous CAP auprès des agences de tourisme renseignent que tous les billets d'avion émis en 2017 pour les voyages comptant pour 2018, à l'aller comme au retour, le passager devra payer à l'aéroport un complément de 15 000 francs pour régulariser la taxe nouvelle qui en 2017 avait été collectée à 10 000 francs CFA au lieu de 25 000 pour cette année. La taxe aéroportuaire ainsi revue à la hausse est perçue comme une source de recettes pour le pays. Il s'agit d'un droit, le droit de voyage qu'on appelle vulgairement la taxe aéroportuaire qui s'applique sur les billets de voyage à l'extérieur. C'est vrai que ça s'applique au niveau des vols nationaux, mais le montant est presque insignifiant. Donc, c'est vrai que ça s'applique au niveau des vols nationaux, mais le montant est presque insignifiant. Donc, le timbre de voyage, la taxe aéroportuaire, c'est une forme de retenue que l'État greffe sur des tickets de voyage à l'international. On estime que le voyage à l'international étant destiné à des personnes d'une certaine classe et que l'État, ne voulant pas créer d'autres impôts, estime que ceux-là étant des nantis, on peut prendre un peu chez eux pour financer pour l'intérêt général. Il est désormais question d'assurer l'adéquation entre le recouvrement de l'impôt et sa destination. Maintenant, la destination de l'impôt dépend de la vision que l'État a de sa gestion. On ne peut pas d'office dire que les 500 milliards collectés seront destinés exclusivement à faire ci ou ça. Il reviendra donc à l'État de planifier en fonction du budget qui a été arrêté.
L'augmentation de la taxe aéroportuaire, en abrégé D7, signifie également augmentation des prix d'avion pour tout embarquement au Cameroun. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci également de rester sur Equinox Télévision.